Avant de commencer, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Jimmy Lahaye. Le lien est dans la description et je vous souhaite une excellente vidéo. Rien. Et bah, Jimmy, je te propose de commencer. On a dit qu'on allait être pointilleux sur le timing. Alors, on a demandé aux personnes il y a quelques temps de nous poser leurs questions. Et alors, si vous nous rejoignez maintenant, bon ben, vous avez rien loupé de spécial. Là, on prenait des nouvelles. Et là, on va aborder deux thèmes ce soir. Donc, il nous reste 30 minutes. Ouais. Et on va parler de la louange en groupe. Et dans un second temps, on va parler alors un peu plus technique, mais on va parler des accords de transition. Alors, ça concerne pas que les guitaristes. Nous, évidemment, on va prendre la guitare et on va s'attarder un peu là-dessus, mais ça concerne n'importe quel musicien. Et Jimmy, je te propose de commencer avec donc la première question. Il y a quelqu'un qui nous a demandé comment trouver sa place dans un groupe musical assez important, un groupe de 5-6 musiciens, par exemple. Ouais. Et bah, quand on est guitariste, un petit focus là-dessus, mais quelle position privilégier sur le manche et quand savoir quand est-ce qu'on joue et quand est-ce qu'on ne joue pas. Donc, est-ce que Jimmy, tu aurais des petites clés à nous partager par rapport ben, on va prendre la place d'un guitariste, d'un jeune guitariste dans un groupe assez important. Comment peut-on trouver sa place? Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir comme deux situations différentes. La première, ça va être que si jamais je me trouve dans un groupe de musique avec plusieurs musiciens, puis que je suis tout seul à jouer la guitare, finalement, parce que souvent, il va y avoir soit un guitariste acoustique, un guitariste électrique. Yes. Après ça, il y a piano, donc ça nous fait trois, bassiste, cinq, batteur, excuse-moi, 4, après ça, batteur 5. Donc, à 5 musiciens, si je sais qu'il y a un guitariste qui fait la guitare acoustique, à ce moment-là, je trouve ça beaucoup plus facile de prendre ma place comme guitariste électrique, mais je vais souvent opter pour un range, ou je pense qu'en français, on dit un spectre. Ça se peut-tu une hauteur de notes, où est-ce que je sais que je vais avoir ma place? Par exemple, si le pianiste fait des pads ou des nappes, qui sont vraiment très avec beaucoup de notes basses. À ce moment-là, moi, je vais jouer plus dans un range ou un spectre moyen, ou bien je vais aller jouer plus en haut. Si je sais que le pianiste ou celui qui joue du synth se met à jouer un peu plus haut, et moi, je vais jouer un peu plus bas. Donc, ce que je vais faire, c'est une chose, je pense, qui est importante, c'est de savoir ce que les autres font. Comme ça nous pousse à avoir une plus grande musicalité aussi. Si je le sais que le pianiste va jouer à telle hauteur, moi, je vais m'organiser pour jouer à une autre hauteur, juste pour aller couvrir le spectre musical au grand complet et vice-versa. Donc, ça fait qu'on est moins pris aussi avec des œillères à avoir l'impression qu'on joue tout seul, puis d'essayer de faire notre place. Mais je pense que c'est mieux de savoir ce que les autres font. Après ça, c'est comme une peinture peu, un groupe de musique. Il y en a qui vont toucher à telle couleur, d'autres telle couleur. Puis à la guitare, faut réussir à prendre sa place. Puis si jamais, l'autre situation, c'est si on est deux guitaristes. Par exemple, si on est deux guitaristes électriques, là, ce qu'on va faire souvent, on va se séparer en deux, dire, toi, tu fais seulement les power chords en bas. Tu vas jouer plus qu'est-ce qui est gras. Puis moi, je vais jouer plus en haut qu'est-ce qui est cristallin et couleur et tout ça. Donc là, ça fait que tous les deux, on se sépare, fait qu'on couvre encore une fois le spectre de toutes les notes, mais ensemble. Donc, je trouve ça important, tu sais, côté créativité, puis côté aussi réussir à faire de beaux arrangements, même si on joue live avec d'autres musiciens, c'est de vraiment couvrir ce spectre-là. Sinon, tout le monde va se ramasser à la même place. Puis là, c'est là que, en Québec, on dit que le son se bourre, là, le son devient comme inaudible un peu quand tout le monde joue dans les mêmes fréquences, finalement. Oui, c'est ça. Ouais, dis-moi si je me trompe, mais tu parlais de l'exemple, si on est par exemple deux guitaristes folk, guitaristes acoustiques, folk, acoustique, par rapport à la position sur le manche, on peut, par exemple, si on a un chant en tonalité de Do, là je m'attarde un peu plus sur un focus sur la guitare. Mais il peut y avoir un guitariste qui va faire les accords basiques au niveau du haut du manche. Et, par exemple, dis-moi ce que tu en penses, mais un deuxième guitariste peut placer le capot en case 5. Et là, il va faire, donc, en plaquant un accord de sol avec le capot en case 5, ce qu'on joue, c'est un Do aussi. Absolument. Là, on est sur des fréquences
plus aiguës, alors que sans le capot, des fréquences plus graves. Et là, ça se complète. C'est un peu ça l'idée. Exactement, ouais. Exactement ça. Comme ça, il va avoir un plus grand spectre de fréquences. Ça devient beaucoup plus riche. Parce que si on a deux guitaristes, on est bien mieux de leur faire les deux des choses différentes que les deux fassent exactement la même chose. Oui. Donc, c'est un peu ça l'idée, mais comme tu as dit, exactement avec un capot. Puis si c'était la guitare électrique, ben oui, on peut utiliser un capot de temps en temps. Sinon, ben c'est plus qu'il va y avoir un guitariste qui va être en haut ici, qui va faire du lead, pendant que l'autre, il va être ici en bas du manche. Comme ça devient... c'est comme si on jouait nos forces ensemble. Yes, ouais, c'est ça. Ouais. Et je reviens par rapport à la position dans le groupe. Je pensais à une chose, peut-être pour les musiciens, on va dire les jeunes musiciens, les musiciens débutants, c'est il y a une chose, une erreur qu'on peut faire facilement quand on est débutant, c'est vouloir s'imposer à tout prix dans un groupe. Je sais pas si ça te parle, mais parfois quand on débute, on veut tout faire pour que tout le monde nous entende. Et alors ça, c'est une erreur de débutant, mais qui est compréhensible. On veut nous entendre et ça se comprend. Mais c'est vrai que le conseil que je donnerais, ce serait d'intervenir avec parcimonie un petit peu. Ouais. Bon. Donc pas non plus avec, tu vois, une fausse discrétion ou une réserve pour faire paraître une fausse modestie, mais que chaque note, que chaque accord que l'on va jouer soit bien exécuté. Et qu'on puisse, je trouve, ça donne envie aux autres de nous entendre un peu plus. Ouais. Et je trouve que trouver sa place dans un groupe, c'est donner ce qui est juste. Et même le peu qu'on donne, qu'on puisse bien l'exécuter. Je sais pas si ce que tu en penses. Ouais, j'aime vraiment ton image de parcimonie, en fait, c'est ça. Moi, il y a un de mes bons amis musiciens qui m'a dit, il a dit, faut jamais oublier que le silence fait partie de la musique. Fait que des fois, ça sert à rien d'essayer de trop en faire, mais je comprends aussi ce feeling-là quand on commence à jouer d'un instrument. On veut tellement que les autres nous entendent, on veut tellement leur montrer nos progrès, on veut avoir un auditoire, tu sais. Fait que il y a comme cette espèce de combat-là dans nous de toujours vouloir en faire plus, mais en même temps, des fois, c'est d'en faire moins qui est le plus payant, ou c'est d'en faire moins qui va donner quelque chose de plus riche. Il y a plusieurs expressions là, en anglais, là, il y a less is more, des fois, d'en faire moins va plus en donner. Puis musicalement, ça, c'est super d'actualité. De pas trop essayer d'en donner, mais vraiment, puis de savoir quand se taire, puis de savoir quand jouer aussi. Mais c'est pour ça que si on sait ce que les autres musiciens font, ça nous aide, parce que là, on sait que, par exemple, je le sais qu'ici, genre, si j'embarque puis je joue telle affaire, ben là, ça va avoir vraiment pleinement sa place parce que, je sais pas moi, parce que là, le pianiste, il joue pas ici, ben, tu sais. Fait que c'est ça, comme tu dis, en parcimonie, de pas toujours jouer à 100% de volume, puis de notes, puis de tout ça, mais de savoir quand en donner puis quand en reprendre. C'est ça. Et ça me fait penser à une chose, alors c'est plus par rapport à la musique qu'on peut écouter, mais il y a certains artistes, j'apprécie beaucoup leur parcimonie, justement. Je pense à un guitariste que j'aime beaucoup, c'est Newton Faulkner, pardon. C'est un anglais. Et il y a aussi un autre style, mais D'Angelo. En fait, ce gars-là, je sais pas si tu vois, toute sa musique, c'est ton. En fait, ça va être très, ça va être dans la retenue. Il va y avoir peu de choses. C'est pas du gros son pop rock qui envoie avec un énorme mur du son. Et D'Angelo, t'écoutes certains de ses morceaux, tu sens que le mec, il donne peu, mais tout ce qu'il donne, c'est trop bon, tu vois. T'as envie de plus, mais c'est très bien comme ça. Donc c'est ça. Oui, t'as raison, puis c'est un peu... C'est vraiment tout le spirit derrière. Puis c'est ça qui fait que les gens vont accrocher leur oreille à ce qu'ils écoutent ou qu'est-ce qu'ils entendent. Oui. Parce que si c'est trop donné, ben ça vaut pas la peine. Tu sais, ça vaut pas la peine d'être écouté. Puis c'est ça qui fait, par exemple, qu'une pièce va arriver à un moment donné à un bout qu'on est comme waouh, ça c'est incroyable ce bout-là, parce que il y a un chemin, il y a un parcours à travers la pièce. Puis musicalement, c'est la même affaire. Si on joue de la guitare, de trop en donner, ça fait qu'on perd la saveur, finalement. Si c'est trop salé, trop sucré, c'est bon. C'est vrai. Exactement. Oui. Puis je pense aussi, comme tu dis, le côté parcimonie, je pense que ça vient avec le temps aussi, parce qu'au début, on veut tellement, comme on se disait tout à l'heure, on veut tellement prouver
sais, qu'on est bon, qu'on a travaillé, qu'on connaît ce qu'on veut jouer, tout ça. Puis avec le temps, mais il y a comme l'expérience aussi qui embarque, qu'on se rend compte que notre seule compétition, c'est nous-mêmes, finalement. Tu sais, c'est pas les autres. C'est pas, on joue pas pour impressionner la galerie, mais on joue pour s'améliorer soi-même. Fait que c'est un parcours hyper personnel, la musique. Oui. Fait que là, on dirait que rendu là, quand on accepte ça, c'est beaucoup plus facile justement d'avoir cette parcimonie-là de dire ah ben là, je jouerai pas. J'ai pas besoin de jouer ici, oh ben je vais jouer moins, je vais juste faire une petite note ici, oh ben telle affaire, oh ben. Tu sais, ça nous aide à se gager soi-même. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de la sagesse, c'est un petit peu de la sagesse tout ça, hein, de savoir quand jouer et de ne pas jouer. Ouais, c'est vrai. Je te propose de passer sur le deuxième sujet. Donc là, je jette un coup d'œil en même temps sur les commentaires. Il y a Ellie qui nous dit que ton image du tableau de la peinture, c'est une super image pour illustrer le propos. Ouais. Et je réponds à Marianne, le live sera bien en replay, donc le live sera en replay sur la chaîne YouTube de Guitar Jump. Yes. Je le rappellerai à la fin. Ouais. Et le deuxième thème qu'on avait prévu, et d'ailleurs je m'adresse aux personnes qui nous écoutent, à la fin du live, donc là on va prendre encore 5-10 minutes pour une deuxième question. Ouais. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. J'en sélectionnerai une et on pourra clôturer avec ça. Ouais. Et donc, ouais, le deuxième point, Jimmy, c'était, alors là, ça va être plus technique pour les musiciens, mais quelqu'un nous demandait si on pouvait parler un petit peu des substitutions et des accords de passage. Alors, il faudra déjà définir qu'est-ce qu'on appelle accord de substitution. Il faudrait que tu définisses ça, Jimmy. Ouais, ben en fait. Et du coup, on ne faudra pas hésiter. Là, on pourra prendre la guitare, je pense, pour montrer quelques exemples. Et en fait, ce qu'on va montrer à la guitare, c'est aussi valable pour les pianistes ou les autres musiciens, en quelque sorte. Ouais, très bon. Comment moi je le comprends puis je le vois quand on parle d'accord de substitution ou accord de passage? Un accord de substitution, c'est un accord qui va en remplacer un autre. Puis donc, peut-être là, ça va virer un peu théorique, là, mais je vais m'expliquer. Mais si on prend une tonalité d'une chanson, par exemple, qui serait en Do majeur. Fait que là, on sait que tout pivote autour de l'accord de Do majeur. Il y aurait peut-être un La mineur, un Ré mineur, Fa majeur, Sol majeur, tout ça. Mais les accords de substitution qu'on pourrait faire, il y en a plusieurs qui sont là de base. Par exemple, si on a une pièce qui fait par exemple là on entend la mélodie, tu sais. Là, j'ai fait Do, Fa, Sol, donc les 3 degrés majeurs de la tonalité de Do. En partant, on pourrait toujours remplacer le premier degré, c'est-à-dire le premier accord qui est Do. Donc, si on est en Do majeur, le numéro 1, c'est Do. C'est lui qui gagne. Mais là, lui, on pourrait l'échanger ou le substituer par son 6e degré ou par la relative mineure. Je ne sais pas si tout le monde me suit, là. Je vois pas les chats, mais on pourrait changer le Do majeur par un La mineur. Donc, en partant, c'est ça. Le premier degré peut toujours être interchangé avec le 6e degré. Donc, en Do, je pourrais remplacer mon accord de Do par un La mineur. Donc là, c'est sûr que ça va sonner différemment. Et le 4e degré, qui est toujours majeur aussi, donc quand je suis en Do, c'est Fa majeur. Tantôt, j'ai fait. Donc, si je substitue mon Do par un La mineur, ça marche. Et là, mon 4e degré qui était Fa, normalement, là, je pourrais le changer par le 2e degré. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais là, s'il y a des gens qui ont un crayon, un papier, prenez ça en note. Le premier degré peut être changé par le 6e, le 4e peut être changé par le 2e. Fait que là, ça pourrait faire La mineur, le Ré mineur, qui est le 2e degré, au lieu de la Fa. Et on garde le Sol. On revient à Do. Donc, le 1 peut être changé par le 6 et vice-versa. Et le 4 par le 2. Yes. Donc, il faut tenir 16 et 42. Je ne sais pas comment. Ouais. Mais moi, c'est sûr que ça, c'est des substitutions de base qui fonctionnent la majorité du temps. Une des raisons pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner, c'est si la mélodie ne
ne fonctionne pas avec l'accord. Là, à ce moment-là, là, ça serait plus difficile à passer. Ouais. Mais si la mélodie fonctionne, la majorité du temps, la mélodie va fonctionner. Mais ça fonctionnerait super bien. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair. Y a-t-il des questions par rapport à ça, Nathan? Ou, Pas directement. Il y a juste une question de Franck. Est-ce que tu peux reformuler ta question parce que je ne la comprends pas? Mais en tout cas, par rapport au degré, ouais. il y a quelque temps, j'avais fait des vidéos sur les accords arrangés par tonalité. C'est-à-dire que là, tu viens de nous dire, dans un chant en tonalité de Do, dans 90% des cas, on risque de rencontrer donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, donc c'est-à-dire Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, et si mineur bémol 5. Le 7e degré, je l'oublie tout. Hein. Ouais, c'est un accord qui est rarement utilisé dans la musique pop. Mais il est quand même utilisé, mais beaucoup moins dans la musique pop que dans. Mais c'est un accord qui sonne très jazz souvent. Là. Il va être utilisé dans le jazz, tu sais. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus, tordu. Yes. Et pour donner une illustration, il y a pas longtemps, avec des amis, on avait retravaillé le chant Bénis Dieu, ô mon âme. Donc, c'est un chant en mi majeur. Donc, ça fait Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme. Et si on prend ces 4 accords, donc on a La, Mi, Si, Do dièse mineur. Je ne sais pas ce que ça rend le son de la guitare, mais j'espère que c'est pas trop inaudible. Et là, on a La, Mi, Si, et on a remplacé le La. En fait, c'est ce que tu as dit par rapport au degré, hein, mais je vais le formuler plus simplement. Mais on a remplacé le La par un Fa dièse mineur, le Mi majeur par le Do dièse mineur. Le Si, on l'a laissé tel quel, mais du coup, ça donne une nouvelle couleur. Au lieu de ça donne et c'est intéressant parce que si dans une chanson, par exemple, parfois tu peux avoir 3-4 fois le refrain qui est repris, tu peux changer les accords avec ces accords de substitution et ça permet d'enrichir un petit peu l'exécution du chant. Oui, tu as raison, c'est ça. C'est que souvent, une substitution, au lieu de tout changer de A à Z, ça peut juste arriver dans un refrain ou vers la fin d'un refrain. Ça fait juste rajouter plus d'émotion, justement, où est-ce que les accords s'en vont. Puis l'exemple que tu viens de donner là, si on la fait en Do, justement, là, pour lier un peu ce qu'on dit tous les deux. Non, mais là, on pourrait faire, au lieu du Fa, le Ré mineur. Et peu importe, mais c'est ça. Donc, ça fonctionne super bien pour substituer des accords. Puis pour accord de passage, je sais qu'il y avait la question, avait aussi accord de passage. Un accord de passage, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de le faire, là, mais une des premières façons que moi je montre, là, qui est quand même assez simple, c'est que si, par exemple, on va en Fa, c'est toujours je vais appeler ça une direction harmonique, là, mais si on est en Fa, puis on s'en va en La mineur, par exemple, là, je sais que mon Fa, mon La mineur est ici, je pourrais passer l'accord qui est juste là, qui est Sol majeur, avant d'aller au La mineur aussi. Oui. Donc, ça peut être une direction harmonique par rapport à la tonalité. En plus, c'est super visuel. Fa. Au lieu de faire ça, ça ferait... Donc, là, je viens d'ajouter mon Sol majeur juste avant d'aller au La mineur. Ça pourrait être ça comme accord de passage, c'est-à-dire que des fois, on peut en ajouter, mais des accords qui restent dans la même tonalité. Sinon, après ça, là, c'est sûr qu'on pourrait s'éterniser parce qu'il y a d'autres accords de passage qui... c'est ça. Ça sera pour un autre live, oui, mais de creuser ça. Mais c'est super passionnant. Enfin, moi, je sais qu'au début de mon apprentissage, quand tu as appris tous les accords basiques et que tu commences à les maîtriser, tu deviens friand de ces accords de substitution de passage parce que tu as besoin d'enrichir ton jeu. Ouais. Et même, je pensais peut-être pour les guitaristes en herbe, pas que pour les guitaristes, mais souvent quand on est sur un chant en tonalité de Sol, d'ailleurs en guitare, quand on utilise l'accord de Sol avec les 2 doigts tout en bas là,
Bah, la plupart, même toi, Jimmy, il me semble que tu fais ça, mais on va pas utiliser l'index. On va étouffer un petit peu la cinquième corde. Là, on est sur un sol majeur. Et si on rajoute l'index ici et qu'on enlève le majeur, là, on est sur un sol bas si et ça nous permet d'atterrir sur un do. En gros, ce qu'on fait, c'est… Et si dans une chanson, vous avez un sol et suivi d'un do, et ben vous pouvez placer cet accord entre les deux. Donc sol. Donc là, entre le sol et le do, j'ai placé mon sol bas si, donc en gros un si, hein, qui fait la transition entre les deux. Et peut-être pour terminer, pour compléter, quand vous êtes sur un… Tout à l'heure, tu parlais de… Tu as dit c'est très visuel. Et l'accord de sol, il est très visuel parce que une fois que vous adoptez cette position, ce qui est intéressant, c'est que en case 2, vous pouvez laisser aller l'index sur les cordes 3, 4, 5. Je fais un petit focus guitariste, hein, mais quand on est là-dessus, vous êtes sur votre accord de sol et vous pouvez très bien l'enrichir en plaçant le doigt ici, ici ou ici. Et ça permet de faire des petits enrichissements sympathiques. Voilà. Ouais. Exact, ouais, c'est ça. Non, c'est exactement ça. C'est très bon ce que tu viens de parler. Qu'est-ce que tu viens de faire là, Nathan, là, avec les substitutions, là, c'est ce qu'on appelle des renversements d'accords, finalement. Un sol base si ou un sol base ré, ou ben peu importe. Ça c'est des super de bons accords de substitution. Puis j'ai vu une question qui est là, je sais pas, j'ai cliqué sur quelque chose, là, je vois tous les commentaires, fait que c'est bon. Mais je viens de voir que y en a un qui s'appelle Ellie là, qui a demandé en fait, c'est ça, c'est que parfois, même c'est la basse qui peut aller chercher ces notes-là. Tu sais, des notes de substitution. Par exemple, le guitariste pourrait rester en sol, mais la basse va aller chercher le sol basse si pour aller vers le do. Ça se fait aussi, là. Tu sais, que le guitariste, il reste sur un accord et puis… Oui, c'est ça. Parce que oui, le guitariste peut être sur un accord et le bassiste, par exemple, il peut aller dans une autre direction. Et oui, évidemment, ça peut se compléter. Ouais. C'est ça. Ouais. Nickel. On a bien fait le tour. Enfin, on pourra en parler encore longtemps. Hein. C'est un petit peu infini comme sujet, mais voilà. C'est ça. Oui, du coup, alors, tu vois les commentaires. Moi, je les vois sur un autre appareil. Enfin, je sais pas. C'est bien que tu les vois en tout cas. Peut-être là, on a quasiment terminé. On peut terminer par une question. Si je suis en train de regarder si on a si les personnes ont posé des questions. On a quelle est la différence entre un soliste en guitare et une personne qui accompagne en guitare? C'est relativement simple. Ouais, c'est ça. Ça va être souvent que, en fait, c'est que le soliste va jouer souvent une note à la fois, tandis que c'est lui qui va souvent faire tout le crémage en haut du gâteau, là, toutes les notes plus aiguës et tout ça, puis celui qui est accompagnateur va plus jouer en bas du manche finalement. Là. Ou bien il va se contenter de faire plus le côté harmonique de la guitare, c'est-à-dire les accords, tout ça. Puis, tandis que l'autre guitariste, lui, va faire les lignes mélodiques, qui souvent ça va être fait par les solistes. Oui, c'est ça, exact. Et, écoute, on a dit qu'on dépassait pas, on a dit qu'on faisait pas trop long, et je te propose de terminer, hein, Jimmy. Là, je pense qu'on est bien. Ouais, je pense que c'est bien. Yes, ouais. C'était. On n'a vraiment pas eu d'autres questions non plus. Hein. Eh ben non, pas spécialement. En tout cas, j'en vois pas. J'espère que j'en ai pas zappé. Désolé si j'en ai zappé, mais je pense pas. Ouais. Je vous rappelle que ce live, vous pourrez le retrouver en replay sur la chaîne YouTube de Guitar Jump. Et donc, on va se retrouver le mercredi 10 mars, le mercredi 17 mars, Jimmy. Ouais, mais même pas. Puis tout le monde qui écoutez, si vous avez des amis guitaristes, des amis musiciens, ça peut, on va traiter de d'autres questions. Puis entre-temps, si vous avez des questions, même envoyez-les nous. Comme ça, nous, on va pouvoir préparer des choses pour vous. On va traiter quoi, Nathan? Toujours 2 questions, hein, c'est ça à peu près? 2-3 questions par live? Ouais, ça dépend. Si c'est une question qui mérite 10-15 minutes, on prend 10-15 minutes. Ouais. Mais en tout cas, on a mis de côté toutes vos questions et voilà, on se mettra d'accord sur les prochains lives. Mais en tout cas, sous
sous nos publications, n'hésitez pas à laisser vos questions. Abonnez-vous à la chaîne de Jimmy Lahaye parce que bah voilà, il fournit du contenu extraordinaire qui nous fait du bien. Donc abonnez-vous à la chaîne de Jimmy. Et bah écoute Jimmy, je te souhaite une bonne après-midi parce que pour toi il est 12h30. Je te souhaite bon appétit d'ailleurs. Ouais, merci Voilà. beaucoup. Merci Nathan. Ouais. Génial. Puis écoute, c'était super agréable. J'ai vraiment hâte à mercredi prochain. C'est cool aussi d'avoir les gens qui posent des questions. Tout, c'est Yes, A1. parfait. Et ben bonne soirée à tout le monde, bonne journée à toi Jimmy. Bonne journée. Et bah je te dis à bientôt. Yes, À bientôt. c'était un plaisir en tout cas. C'était un immense Ciao, plaisir. bye-bye. À plus, bon.